20h, l'heure de la bonne heure. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue. Au sommaire de cette édition, suite à la sortie du ministre de la Justice garde des Sceaux Yacine Fall, les avocats de Farba Ngom ont également tenu une conférence de presse ce mercredi pour apporter des éclaircissements. Selon Maître Amadou Sall et ses collègues, la sortie du ministre de la Justice et les accusations faites à l'encontre de leurs clients n'ont pas de fondement juridique. Vous les entendrez en début d'édition. Consternation des Sénégalais après la mort d'un étudiant sur un campus de Dakar. Ils demandent aux autorités de trouver une solution définitive à ce problème récurrent de bourse. Un reportage de Ndella Ndiaye à suivre sur la question. Ce 11 février 2026 est célébrée la journée mondiale du malade, une journée qui invite à reconnaître la dignité des malades au Sénégal. L'accueil au niveau des centres hospitaliers est souvent décrié. Reportage de Amsatou Gano à suivre. Et puis sur l'international, en France, 10 ans après la mort d'Adama Traoré, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de sa famille ce mercredi 11 février, rendant le non-lieu des 3 gendarmes ayant interpellé le jeune homme de 24 ans définitif. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames, messieurs et merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 11 février 2026. Démarrons l'édition du soir suite à la sortie du ministre de la Justice garde des Sceaux Yacine Fall. Les avocats de Farba Ngom ont également tenu une conférence de presse ce mercredi pour apporter des éclaircissements. Selon Maître Amadou Sall et ses collègues, la sortie du ministre de la Justice et les accusations faites à l'encontre de leurs clients n'ont pas de fondement juridique. Ils ont aussi fustigé la manière dont on a traité le dossier de Farba Ngom sans avoir au préalable levé son immunité parlementaire. Je vous propose de les écouter. Ngom depuis 12 mois est en prison. 365 jours, 9000 heures de détention, de privation de liberté. C'est trop? Trop. C'est trop. Un état de droit, la qualité d'un état de droit se mesure au moment où et seulement où cet état s'est arrêté. Ce n'est pas une renonciation à la justice. Ce n'est pas une abdication. C'est réconcilier la justice avec la liberté. À la limite, c'est quoi le problème? 2 personnes pour les mêmes faits, devant le même juge, sur la base de la même loi. L'une est libre, l'autre est en prison. Au nom de quoi? C'est ça l'égalité devant la loi. C'est ça l'égalité devant la justice. Normalement, dans une république normale, un ministre de la justice qui se comporte de la sorte, qui fait un point de presse, en 5 minutes, 7 violations de la loi et de la Constitution. Cette violation de la loi et de la Constitution. On va saisir le bâtonnier pour d'abord les violations qui ont été constatées et commises par le ministre de la Justice. Mais nous avons déposé une plainte contre elle pour violation du droit à l'image, violation du droit à l'intimité, secret, la vie privée, violation de données personnelles, violation de la correspondance, mais aussi mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est elle qui a instruit le parquet de faire appel artificiellement pour maintenir Farba Ngom en prison. C'était l'un des avocats de Farba Ngom. Et puis, le gouvernement sénégalais a annoncé mardi 10 février fermer la cité universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au lendemain de la mort d'un étudiant en médecine survenu lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Cet événement qui a frappé des stupeurs les Sénégalais qui appellent à un règlement définitif des problèmes de paiement récurrents des bourses. Un reportage de Ndella Ndiaye. Qui a couvert ces derniers jours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ayant débouché sur la mort d'un étudiant révulse les populations. Les forces de l'ordre ont une armure.
Ils ont tous les outils nécessaires pour se défendre. Tandis que les étudiants n'ont pas tous ces outils-là. Donc, leur faire intégrer ou bien leur autoriser d'intégrer le campus et vraiment de tabasser les étudiants ou bien ainsi de suite, c'est une situation très déplorable. Pour ce vieux, la cinquantaine, il est encore inadmissible que des problèmes de paiement de bourse se posent encore. Tous les pouvoirs qui se sont succédés à la tête du Sénégal se sont confrontés à ce problème de bourse. Donc le chef de l'État doit prendre à bras le corps ce problème et le régler définitivement, puisqu'il crée beaucoup de difficultés à l'université Cheikh Anta Diop et ça ne fait que détruire le niveau d'études des étudiants. C'est un problème qu'on doit régler de manière définitive. Et ça passe puisque c'est pas du tout normal dans un pays. Tous les régimes qui se sont succédés, ils ont eu des difficultés et c'est pas du tout normal. Les Sénégalais rencontrés n'ont pas manqué de déplorer les arrestations notées au sein du campus social. Oui, ces étudiants qui sont arrêtés doivent être libérés immédiatement. Les étudiants sont chez eux à l'université. Ils ne sont pas à Sandaga. Donc, pour revendiquer, ils n'ont que l'université pour faire part de leur mécontentement. Ils ne doivent pas être arrêtés. Donc, c'est à l'État de les satisfaire. Ils n'ont que leur bourse pour exister et c'est leur devoir de manifester et l'État doit les satisfaire. S'il sait que ça ne peut pas se faire, il doit appeler à une négociation, dire aux étudiants ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse a présenté mardi le projet d'autonomisation collaborative des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur de l'arachide et de l'oignon. Une rencontre présidée par les acteurs territoriaux dont le gouverneur de Kaolack, Mohamedou Maktar Watt, s'est tenue au cours d'une réunion du comité régional de développement. Je vous propose d'écouter le gouverneur de Kaolack pour plus de détails. On va procéder au lancement du CRD qui se propose d'assurer l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers donc la mise en valeur des chaînes de valeur arachide et oignons dans la région donc de Kaolack et même au-delà au niveau donc du pôle territoire centre. Nous en saluons en fait la pertinence au regard que ce projet-là s'aligne aux objectifs stratégiques de l'État de développer et de favoriser l'accès à l'emploi pour ce qui est des jeunes et des femmes. Mais en dépit de tous ces efforts qui ont été déployés par les pouvoirs publics, on sent encore que la demande elle est là et elle est très forte. Au-delà également, ce que nous saluons, c'est que l'Université Sine Saloum, à travers cette initiative, cherche à adapter la question de l'emploi au contexte local en prenant appui donc sur les potentialités agricoles de notre territoire. Il s'agit en fait d'explorer toutes les opportunités qu'offrent en fait les chaînes de valeur arachides et oignons. Mais à ce propos également, un certain nombre de défis ont été relevés ici. C'est le défi donc de l'accès au financement, c'est le défi de l'accès à la terre pour ce qui est en fait de ces entrepreneurs agricoles. Parce que nous le rappelons, ce que veut l'université à travers la mise en œuvre donc de ce projet-là, c'est d'en arriver à la création d'emplois à travers donc l'entrepreneuriat agricole. Ce projet, nous l'avons voulu donc comme étant une réponse ou bien une contribution donc à la politique du gouvernement en matière d'emploi et d'employabilité. Parce que tout le monde sait qu'effectivement, la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, c'est une question qui est éminemment importante et stratégique, j'allais même dire, et qui fait qu'il y a beaucoup de politiques, monsieur le gouverneur vient d'en parler, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et c'est dans ce sens que s'inscrit ce projet qui cible en particulier les jeunes et les femmes, et dans le domaine en particulier de l'agriculture. L'université du Sine Saloum étant une université donc à vocation agricole, va travailler dans ce domaine. Et c'est pour cela que nous avons demandé à monsieur le gouverneur, donc, par rapport à ce projet, l'accompagnement. Et il l'a effectivement fait parce que dans le cadre de ce projet, qui sera déployé donc avec un certain nombre de partenaires, qui ont été conviés à cette rencontre. Et ces partenaires sont à la fois des partenaires académiques, des partenaires de la recherche, mais également des organisations communautaires de base et des structures déconcentrées de l'État qui participent donc à cette politique d'emploi.
Et puis, une table ronde sur le thème politique et gouvernance de la fiscalité dans le contexte de la mobilisation domestique des ressources au Sénégal a été organisée par le réseau Casus Citoyens Actifs pour la justice sociale. Cette rencontre d'échange et de partage vise à renforcer la mobilisation endogène des ressources et à promouvoir une fiscalité qui reflète les réalités et les aspirations de toutes les couches de la société sénégalaise. Écoutons Astou Diop, chargé de droit à Cajus. Une série de réformes, notamment celui du Code général des impôts. Et dans ce contexte, qu'un comité de pilotage a été mis sur pied pour coordonner cette réforme. Malheureusement, on a constaté que la société civile était insuffisamment intégrée et c'est dans ce contexte que Cajus, avec l'appui de son partenaire IBP, ont décidé d'organiser cet atelier qui fait suite à un autre atelier qui a été déjà organisé au mois de juillet et au sortir duquel on avait élaboré un document de contribution de la société civile qu'on avait d'ailleurs soumis au comité de pilotage par le biais du ministère des Finances. Et cet atelier fait suite à ces contributions pour un renforcement de ces contributions. Maintenant, nous allons émettre le plaidoyer au lieu d'imposer davantage, d'alourdir la charge des revenus, que l'État puisse alléger la charge fiscale des citoyens. Autre chose, on a remarqué que l'aspect genre est très peu pris en compte par la fiscalité. Et comme vous le savez, la fiscalité n'est pas neutre. Donc, un système fiscal qui ne prend pas en compte les réalités des femmes crée de l'injustice. Parce que, voilà, on le sait tous, les femmes et les personnes handicapées sont majoritaires dans l'informel, mais également dans les secteurs précaires. Donc, c'est pourquoi Cajus veut faire ce plaidoyer. Un plaidoyer qui a été fait. Maintenant, c'est une suite de plaidoyers pour appuyer davantage, pour dire à l'État que une réforme qui ne prend pas en compte les revendications des communautés, les points de vue des communautés ne saurait être inclusif. Donc, c'est dans ce cadre que cet atelier a été initié et qui a pour objectif d'analyser d'abord les orientations de la politique fiscale que l'État a mise en place, mais également d'essayer d'identifier des pistes d'amélioration de cette politique fiscale, mais soumettre un partage des revendications clés des communautés, de la société civile, des acteurs non étatiques que nous sommes. À l'occasion du forum du tourisme organisé à Mbour, l'APDM a tenu une cérémonie dédiée aux femmes de l'organisation, une initiative visant à valoriser leur engagement dans la production et la transformation des produits, tout en renforçant leur accompagnement financier. Mariam Dembélé, chargée de communication de l'APDM, est largement revenue sur l'importance de cette activité au micro de Astou et Ousmane Bitey. La rencontre aujourd'hui, c'est déjà célébrer les femmes de l'APDM. C'est avoir cette reconnaissance, de les remercier de leur engagement, de leur posture dans le mouvement, mais aussi de leur loyauté. Donc c'est l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, mais également de débattre sur une thématique qui est réflexion sur le tourisme dans la commune de Mbour. Depuis 2021, le mouvement APDM existe et depuis sa création, le président Tafsir Moussa Diop a mené toutes sortes d'actions pour permettre aux femmes d'être indépendantes financièrement à travers des formations des femmes sur la production, la transformation de fruits et légumes, mais aussi la transformation du savon, mais aussi les accompagner financièrement parlant pour qu'ils puissent en fait avoir l'autonomie, pour qu'ils puissent en fait faire des activités en dehors des activités qu'elles feront elles-mêmes. Donc c'est ça, les actions que a menées Mme Tamsir. Je pense que pour lui, le développement de Mbour compte énormément, mais aussi le développement des femmes
le développement et l'engagement des femmes, ça compte énormément. La région de Thiès, le département de Mbour a besoin d'un homme comme M. Diop. Un homme qui a des visions très claires, un homme qui est déjà sur l'action. C'était Amour. À l'instant, parlons d'autre chose. L'identification nationale entre dans une nouvelle ère marquée par le lancement d'outils numériques majeurs au Sénégal. L'Agence nationale de l'état civil, ANEC, a franchi une étape historique pour moderniser l'identification des citoyens. L'ANEC a officialisé le déploiement de nouveaux outils pour faciliter l'accès aux services d'état civil visant une gestion plus fluide et sécurisée de l'identité. À ce propos, écoutons Maktar Ndao, directeur général de l'Agence civile nationale. Ce tournant numérique répond aux attentes croissantes de nos citoyens, plus aspirants à des services publics modernes, plus accessibles, plus rapides, plus transparents, mais plus sécurisés. Qui incarne notre engagement pour un service public plus efficace, plus rapide et plus sécurisé. D'où la souveraineté de la gestion de nos systèmes et la sécurisation des données personnelles. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui, en tant que représentant de l'Association des maires du Sénégal, et remercier profondément et très sincèrement l'Agence nationale de l'état civil et son directeur général pour les initiatives importantes qui ont été prises depuis un certain temps pour permettre à nous autres, applicants de toute cette législation, applicants de tous ces outils qui ont été conçus devant être déployés dans les collectivités territoriales, de mieux rendre un service efficace et fiable. C'était le maire de Khombole et le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil. Parlons d'autre chose. Ce mercredi 11 février 2026 marque la journée mondiale des malades. Gros plan sur l'accueil au niveau des centres hospitaliers au Sénégal. Un accueil souvent décrié, même si soignants et patients se rejettent la responsabilité. Un reportage de Amsatou Gano et Viendjaï. Ce 11 février est célébré la journée mondiale du malade, dont l'objectif est d'encourager les médecins à donner de leur temps, soutenir les malades et être attentifs à leurs besoins. Au Sénégal, cependant, l'accueil au niveau des centres hospitaliers est souvent décrié. Non, moi c'est bien de satisfaction parce que j'ai aucune satisfaction par rapport à l'accueil dans les hôpitaux. Je pense qu'il est temps qu'on prenne des exemples chez les Occidentaux dans ce domaine. Non, personnellement, moi je dis que je ne suis pas tout satisfait de ce qui se passe dans les hôpitaux à Dakar. Vraiment, il y a un désordre terrible. Pour avoir un rendez-vous, c'est tout un tas de problèmes. Une fois avoir eu ce rendez-vous, le médecin, des fois, on te dit que bon, il n'est pas venu, ou bien des fois, il ne vient qu'une seule fois la semaine. Moi, je dis que c'est terrible, quoi. Qu'on augmente le moyen, qu'on nous aide et qu'on avance, quoi. Ce retraité rencontré à Sicap Mbao dénonce ce qu'il appelle un manque de considération émanant parfois de certains soignants. Bien sûr, la priorité, ceux qui sont en danger de mourir. C'est ça, il faut commencer par ça. Il faut des urgences. Des urgences, par exemple, des endroits où quand quelqu'un est malade, il y a au moins quelqu'un qui s'occupe d'eux, quoi. Mais si tu arrives, on te laisse par terre comme ça, tu traînes dans les couloirs, il n'y a personne qui s'occupe de toi. Il t'envoie à la morgue, quoi. Hein? Personne ne souhaite ça. Cependant, selon le docteur Maïmouna Gueye, chirurgien dentiste, le problème noté à l'accueil peut être de la responsabilité du soignant comme du malade. Ça peut être le personnel, ça peut être aussi le malade. Le malade aussi, il n'est pas patient. Comme disait le professeur Lamine, c'est pas pour rien qu'on appelle patient. Patient, c'est quelqu'un qui doit patienter. Mais les Sénégalais ne savent pas patienter, je suis désolée de le dire. Mais c'est la réalité aussi. C'est pourquoi j'ai dit, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire le personnel médical et le patient aussi. Parce que le personnel médical peut se retrouver avec un surnombre de malades. Et puis le patient est là, il ne veut pas attendre, ou bien, je ne sais pas, à cause de sa maladie, le personnel fait de son mieux. Mais le malade, des fois, on ne les comprend pas. Cette journée rappelle l'importance d'une prise en charge bienveillante et humaine, ce qui ne se limite pas aux soins médicaux, mais englobe aussi le soutien psychologique et spirituel. Les soignants, qu'ils soient professionnels de la santé ou aidants familiaux, jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement des malades.
Amsatou Gano, parlons de l'actualité internationale. D'abord en Guinée, le transfert de Toumba Diakité, ancien aide de camp de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara, condamné à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité, a provoqué des tirs, le bouclage du centre de Conakry et une confrontation publique entre le parquet et la défense. Dès les premiers tirs ce mardi 10 février, la tension a saisi le quartier de Kaloum à Conakry. La prison centrale se situe à seulement 500 mètres de la présidence. La zone a été rapidement bouclée par les forces de sécurité. Le retour au calme a eu lieu aux alentours de midi après la publication d'un communiqué du procureur général Fallou Doumbouya. Dans ce document, le parquet annonce le transfert de Toumba Diakité de la prison centrale de Conakry vers le centre de détention de Koya, une décision prise selon les autorités dans le but de préserver l'ordre public et de garantir la sécurité au sein de la prison. Ses avocats dénoncent quand même une mesure illégale. En France, la Cour de cassation a confirmé mercredi 11 février le non-lieu dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré, un dossier devenu emblématique des accusations des violences et des racismes contre les forces de l'ordre. Le non-lieu dont ont bénéficié les gendarmes de Val d'Oise en août 2023, confirmé en mai 2024 en appel, devient définitif après 10 ans de combat devant la justice française des proches de la victime qui demandaient la reprise de l'enquête. De son côté, l'avocat de la famille Traoré annonce saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France pour la mort d'Adama Traoré. C'était l'actualité internationale. Elle met fin à l'édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.